vous y perdez entre le règlement européen, la convention collective, la loi, la constitution, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. On va essayer de décortiquer aujourd'hui les différentes normes et les sources de droit français qui s'appliquent en tout cas en France. Et plus précisément, on va parler aujourd'hui de la hiérarchie des normes. C'est parti. Alors, pourquoi parle-t-on de la hiérarchie des normes? Je vais aller un petit peu plus dans le détail. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Camille, je suis enseignante en DCG et en BTS, et je suis à la base diplômée notaire, donc j'ai fait du droit pendant un certain nombre d'années. J'espère que du coup ces explications vont permettre de clarifier un petit peu les choses. Donc première chose, effectivement, au niveau du fonctionnement des différentes sources, on en a fait un listing dans la partie 1 que vous pouvez aller visionner. L'idée est de savoir maintenant comment les choses s'harmonisent, c'est-à-dire que vous avez une multitude de normes, de sources en fait de droit, et face à ces différentes sources, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on applique, comment ça fonctionne, etc., etc. La première chose à dire, c'est que du coup, on est sur des normes qui sont créées par des instances différentes, par des organisations qui sont différentes, puisqu'on a expliqué qu'on avait des sources de droit international, des sources de droit européen, des sources nationales, et au niveau national, que vous aviez des interventions des différents pouvoirs, puisqu'on avait à la fois la loi, l'ordonnance, vous aviez des décrets, des arrêtés, etc. Qu'on avait en plus des sources de droit informelles qui venaient compléter tout ça. Donc vous aviez la jurisprudence, on a expliqué aussi qu'on avait des sources particulières en droit du travail avec la négociation collective. Donc tout ça crée un joyeux chaos, et finalement en fait chaque justification à l'existence d'une source est claire, sauf que vous vous retrouvez, vous, usagers ou professionnels du droit, avec un ensemble de normes qui se mélangent et où on ne sait plus quoi faire. Donc face à ça, en fait, simplement, il a fallu déterminer des règles de fonctionnement. Donc le fait de savoir comment est-ce qu'on allait harmoniser les règles, pourquoi. La première chose à dire, c'est que comme ces règles émanent d'instances qui sont différentes, on va éventuellement avoir des oppositions, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans l'ensemble des règles de droit applicables en France n'est pas forcément un ensemble cohérent. Donc vous allez avoir des sources différentes qui vont donner des règles différentes. Et ça crée un gros problème, puisque comme les règles sont contraires parfois, finalement, le citoyen ne sait pas ce qu'il y a comme application à faire, et donc il a fallu trouver une solution à ce problème-là. Pour solutionner, on a une théorie en fait qui a été développée et qui permet en fait de savoir exactement ce qu'il faut utiliser dans quelle situation, et c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc en fait, c'est une théorie qui a été développée par Kelsen. Donc vous l'avez sous différents termes, on parle de la pyramide de Kelsen ou de la hiérarchie des normes. Pour autant, la première chose à en retenir, c'est qu'on est bien dans une hiérarchie, donc un fonctionnement qui est pyramidal, ce qui veut dire que vous allez avoir un ordre en fait de normes qui va vous être donné, et la place, en fait, la position, si vous voulez, de la norme dans la pyramide va permettre de savoir comment elle s'applique par rapport aux autres. Donc en fait, c'est une histoire un peu de jonglage et d'équilibre, de placement des normes les unes par rapport aux autres, un peu comme un fonctionnement d'escalier ou un fonctionnement de course, où vous allez identifier qui était premier, deuxième, troisième, et vous avez du coup le podium qui se réalise. Là, c'est un peu ce fonctionnement-là aussi, où en fait vous allez en fonction de la question qui se pose et de la difficulté que vous avez sur l'application des sources, vous allez utiliser en fait ce support-là qui vous permet de déterminer comment on va articuler deux normes contraires. Avant d'aller plus dans le détail, donc qu'on soit bien clair, ça veut donc dire, et donc là je fais référence de nouveau à la partie 1 que vous pouvez aller visionner, ça veut dire que dans un premier temps, ce qui vous est demandé, c'est d'être capable de clairement identifier quelle est la source de droit qui s'applique en France dont il est question, notamment dans le cadre d'un cas pratique, si on est sur un sujet purement universitaire, scolaire, ou alors dans le cadre d'un conseil client, quand vous avez une problématique qui s'impose et que vous devez résoudre face à une question clientèle. Donc la première chose, je disais, c'est d'identifier les normes qui sont en présence, puisque
par définition, si on a à utiliser la hiérarchie des normes, c'est parce qu'on a au moins 2 normes qui nous posent problème et qu'on va devoir harmoniser l'une par rapport à l'autre. Après ce préambule, on va aller un petit peu plus dans le détail et donc on va expliquer de façon plus claire la hiérarchie des normes et donc l'ordre de priorité des différentes sources du droit les unes par rapport aux autres. Donc dans le premier niveau du classement, donc sur la hiérarchie, vous avez ici le bloc de constitutionnalité. Si vous savez pas ce que c'est, je vous renvoie une fois encore à la précédente vidéo. Donc je rappelle brièvement que se trouve dans le bloc de constitutionnalité la Constitution de 1958, son préambule, et donc les documents, alors le terme est pas très heureux, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais annexes, au titre desquels on va retrouver le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Charte de l'environnement de 2004. Donc bloc de constitutionnalité qui est au niveau suprême. Donc vous êtes en numéro 1, c'est la norme suprême en France. La Constitution est vraiment la norme au sommet de la pyramide, c'est-à-dire que le texte fondateur de la Ve République, avec la répartition entre les différentes institutions, les différents pouvoirs et les valeurs fondamentales qui y sont présentées, sont créatrices de la France telle qu'on l'envisage aujourd'hui. C'est pour ça que ce document-là est au sommet de la pyramide. Après le bloc de constitutionnalité, on a une deuxième étape où vous allez avoir plusieurs éléments à l'intérieur. On appelle ici le bloc de conventionnalité, au sein duquel on va retrouver les traités et le droit européen, donc avec, je rappelle, 2 types d'éléments. Les traités de constitution de l'Union européenne, donc qui sont regroupés désormais sous un seul et même traité qu'on appelle le TFUE, et le droit dérivé qui va regrouper les règlements et les directives européens. En troisième étape, on y retrouve ce qui s'appelle le bloc de l'égalité. Donc comme son nom l'indique, on y retrouve principalement la loi. Donc je rappelle à ce titre qu'il y a 4 types de lois. Vous avez la loi référendaire, vous avez la loi organique, vous avez la loi constitutionnelle et vous avez la loi ordinaire. On y retrouve aussi les ordonnances qui ont été ratifiées. Ensuite, on retrouve en dernière étape le bloc réglementaire, dans lequel on va retrouver les règlements, les décrets et les arrêtés d'application. En revanche, vous avez là un fonctionnement sur le droit de façon générale et de façon classique. Donc, se rajouteraient ensuite, à mon sens, 2 étapes. En étape 5, vous avez ici la négociation collective et vous avez en dernière étape les usages. Alors 2 points particuliers, vous voyez qu'il y a notamment une norme dont on a parlé qui n'apparaît pas dans la pyramide, c'est la jurisprudence. Alors il est établi par la doctrine qu'en fait la jurisprudence ne rentre finalement dans aucune des catégories puisque en tant que telle, elle vise à intervenir sur les différents niveaux en fait de la pyramide. C'est pourquoi on a tendance à la mettre à part, puisqu'elle peut intervenir aussi bien sur l'interprétation d'un texte que sur justement le lien des normes entre elles, etc. Donc c'est mis à part, enfin c'est communément admis que la jurisprudence est mise à part. Ensuite, donc je reviens en soi sur les différents blocs et donc sur les 6 étapes, 6 marches en fait de ma pyramide des normes. Donc en fait comment ça fonctionne? Donc je l'expliquais tout à l'heure, c'est une histoire de hiérarchie. Donc en fait vous avez 6 étapes qui correspondent donc à l'ordre de priorité, au classement en fait des différentes normes. Comment ça fonctionne? En fait, quand vous avez une question qui se pose où vous avez différentes sources de droit qui se confrontent, il faut déterminer dans quel bloc on se trouve et donc normalement la règle dit que toute norme inférieure doit respecter la norme supérieure. Si je le dis différemment, ça veut dire que le traité international doit être conforme à la Constitution, la loi doit être conforme aux traités internationaux, au droit européen et à la Constitution, le décret d'application doit être conforme à la loi, aux traités internationaux, à la Constitution, bref, vous avez compris l'idée. Ça, c'est le fonctionnement général. Quand on a dit ça, comment ça fonctionne en pratique? La première chose à dire, déjà, c'est le lien entre droit international et constitution, puisque on a expliqué
sur la précédente vidéo, et je vous invite à y retourner, qu'il y avait une primauté, notamment au niveau du droit européen, par rapport au droit national. J'ai précisé dans la vidéo qu'il y avait donc primauté, sauf concernant la Constitution, et c'est donc ici qu'on vient le préciser. Donc en fait, vous avez d'une part un document qui est un texte fondateur de la Ve République, de nos institutions telles qu'on les connaît, et donc de notre société française actuelle. Et vous avez par ailleurs un certain nombre de normes, de sources de droit qui ont été négociées au niveau international, donc face auxquelles on s'est engagé en fait avec d'autres États à respecter des textes communs. Cette pyramide nous indique que les traités doivent être conformes à la Constitution. Mais pour autant, on s'est engagé envers des États étrangers, comme je le disais à l'instant. Donc en fait, comment ça fonctionne ? En fait, la règle veut que, comme on s'est mis d'accord avec d'autres États, ça veut dire en fait qu'on était d'accord avec le contenu du traité international, par exemple, et que donc la ratification du traité international en droit français implique au préalable une révision de la Constitution pour être conforme si jamais les deux s'opposaient et qu'il y avait une incompatibilité entre les deux normes. Donc comme ça, le fait de réviser la Constitution, donc selon un process établi, on ne fait pas comme on le veut, mais permettrait à la fois de respecter nos engagements sur la scène internationale et en même temps de respecter la primauté de la Constitution qui est le texte fondateur en droit national. Ensuite, au niveau national, cette fois-ci, donc vous avez effectivement le bloc de conventionnalité qui concerne nos engagements avec les pays extérieurs. Par contre, donc si je mets cette norme de côté, on a donc un certain nombre de lois, si vous m'avez bien compris, qui doivent être conformes à la Constitution. Donc si je le dis différemment, toutes les lois qui sont créées, adoptées, etc., doivent être en accord avec la Constitution, au risque d'être invalidé. Donc en fait, comment fonctionne ce mécanisme et comment, qu'est-ce qui a été mis en place en fait pour vérifier que les lois qui sont adoptées sont conformes à la Constitution. Vous avez un contrôle de la constitutionnalité des lois qui intervient en fait à deux niveaux, puisqu'on a un contrôle qui est fait a priori, donc avant l'adoption de la loi, et un contrôle a posteriori, donc quand la loi existe déjà. Donc pour le contrôle a priori, il s'appelle aussi par voie d'action, ça dépend là aussi de ce que vous verrez dans vos manuels, dans vos cours, dans les documents que vous allez consulter. Donc en fait, il peut être saisi par le pouvoir exécutif ou à la demande d'un certain nombre de députés ou de sénateurs, c'est 60 si je me trompe pas, qui vont saisir en fait le Conseil constitutionnel avant la promulgation de la loi pour demander la vérification de cette loi et de vérifier si cette loi est conforme à la Constitution. Donc cette loi, à ce moment-là, donc je le redis, n'est pas promulguée, elle n'existe pas en droit français. Et donc, le Conseil constitutionnel, qui est une instance à part, va avoir le rôle de vérification de la constitutionnalité des lois. À l'issue de situations, soit la loi est déclarée conforme à la Constitution et dans ce cas-là, elle est promulguée, soit elle est déclarée non conforme à la Constitution, et dans ce cas-là, elle ne verra jamais le jour, elle n'est pas promulguée. Deuxième situation, donc celle que je disais a posteriori, donc on est sur une loi qui existe déjà, qui est déjà applicable en droit français, on l'appelle aussi par voie d'exception, et donc dans ce cas-là, elle peut être saisie par n'importe quel individu, par vous, par moi, au moment d'un litige qui vont se poser une question en fait sur la constitutionnalité d'une loi qui leur serait applicable dans le cadre du litige. Donc en fait, le mécanisme qui est utilisé dans cette situation-là par un citoyen dans le cadre d'un litige, ça s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Donc c'est en fait une suspension du procès où va être demandée la vérification de la conformité de la loi par rapport à la Constitution. Là aussi, deux issues. Première chose, si la loi est déclarée conforme à la Constitution, elle peut être applicable aux justiciables et elle n'est pas remise en cause. Deuxième situation, à partir du moment où elle est déjà en vigueur et où on considère qu'elle est non conforme à la Constitution, la loi sera abrogée suite à la décision du Conseil constitutionnel. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle un contrôle de conventionnalité. Donc en fait, là aussi, ça concerne principalement les lois, le fait que les lois doivent être conformes aux traités. Et donc en fait, le contrôle est effectué par les
juridictions classiques, les juridictions ordinaires, qui interviennent en fait au moment de l'utilisation des lois dans les décisions de justice, qui en fait vont éventuellement écarter une loi ou un règlement qui serait non conforme à un traité international ou à du droit européen. Alors, quelques petites précisions aussi que je voulais rajouter qui vont vous permettre sans doute, parfois, de régler des cas pratiques ou des situations qui vous sont soumises en clientèle. Il faut savoir, notamment en droit des contrats, en droit du travail, pardon. En droit du travail, vous avez parfois une inversion de la hiérarchie des normes. Donc des fois, en fait, vous avez des dérogations sur le fonctionnement de la hiérarchie, c'est-à-dire que la négociation collective sera éventuellement dans certains cas supérieure à la loi. Je le dis différemment, en fait, jusqu'à peu de temps, vous aviez un principe qui existait en droit du travail qui s'appelait le principe de faveur. Selon ce principe, et ça respectait en fait de façon classique la hiérarchie des normes, il était dit que donc, la négociation collective, notamment les conventions collectives, etc., devait respecter la loi. Donc en fait, comment est-ce qu'on l'appliquait en droit du travail ? Il était prévu, enfin ça se faisait comme ça, que le fait de respecter la loi, ça voulait dire que la négociation collective devait être au moins aussi avantageuse que ce que prévoyait la loi. Autrement dit, il était possible par une convention collective de prévoir mieux que ce que prévoyait la loi. Donc imaginons que la loi détermine qu'il y a je ne sais plus combien de jours fériés en France. La négociation collective pouvait indiquer que dans le secteur de la grande distribution, il y avait 3 jours fériés supplémentaires compte tenu de la pénibilité du travail, enfin peu importe. Donc ça c'était l'ancien principe de faveur. Actuellement, on a un autre principe qui s'appelle plutôt le principe de proximité. Donc le système est différent par rapport à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire qu'on considère dans la négociation collective que plus le niveau de négociation est proche du salarié et plus ce sera conforme à ses attentes. Donc si je le dis différemment, un accord d'entreprise sera plus valable qu'un accord de branche ou que la loi, ce qui fait que parfois on a une inversion sur la logique où en fait on va privilégier la négociation collective par rapport à la loi dans certaines situations. Pour autant, c'est quelque chose qui est extrêmement cadré. Donc dans certaines situations, vous avez toujours le maintien de l'ancien principe de faveur. Dans certaines situations, vous avez le principe de proximité qui fait qu'on privilégie la négociation collective. Et dans certaines situations, on a un autre mécanisme dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, qui est en fait le mécanisme des lois supplétives, où en fait la loi ne s'appliquera qu'à défaut d'accord collectif réglementant tel et tel sujet. Je voulais terminer sur un dernier point, puisqu'en fait dans la hiérarchie des normes n'est pas fait mention du tout du contrat. Pour autant, dans les questions qui vous sont posées et dans les cas pratiques si vous êtes sur un sujet scolaire, c'est une des normes qui revient extrêmement souvent. Je pense notamment à des questions en fait qui sont relatives à un contrat de travail. Donc là aussi, la question se pose de savoir où se place le contrat de travail. Dans la hiérarchie des normes, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que le contrat doit être forcément conforme à tout ça ? Comment ça se passe ? Donc la première question est le fait de savoir déjà, comme pour la jurisprudence, si le contrat doit être intégré dans la pyramide de Kelsen, simplement parce qu'en fait, l'existence même du contrat est possible parce que la loi l'a prévu. Donc en fait, il y a une partie des juristes qui, au niveau de la réflexion, indique que le contrat ne devrait pas être inscrit en fait dans la hiérarchie des normes, puisqu'en fait, selon cette idée, selon ce point de vue-là, en fait, il n'y a pas de... La loi ne s'impose pas au contrat, la loi encadre ce qui est prévu dans le contrat, et donc on considère que le contenu en fait est complètement différent puisque la loi est impersonnelle et gère le fonctionnement de la société. En revanche, le contrat en lui-même gère des intérêts privés et ne concerne que les parties. Si jamais on décidait malgré tout d'intégrer le contrat dans la hiérarchie des normes et donc de ne pas de savoir en fait dans la situation comment je devrais le gérer, notamment si j'ai une intervention contraire entre un contrat de travail et les usages, là aussi on a différents points de vue. La première chose, le premier point de façon plus générale serait de dire que le contrat est situé avant les usages, puisqu'on considère que les usages n'existeraient
qu'à défaut de contrat. En revanche, dans les situations que vous risquez d'avoir et les questions dans lesquelles ça se pose, on serait souvent dans des situations avec des usages de droit des affaires sur des, je pense voilà, notamment à des DCG. Dans cette situation-là, avec les usages professionnels, on a une valeur particulière donnée aux usages. Dans cette situation particulière, on considère que le contrat intervient tout à la fin, puisque les usages d'entreprise ont un rôle particulier. Ça intervient aussi en droit commercial. Simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, les usages professionnels seraient intégrés dans une entreprise en particulier et s'imposeraient aux salariés de cette entreprise-là dans la mesure où ils ne l'ont pas écarté dans le contrat. Donc, dans ces cas particuliers, droit du travail, droit commercial, vous avez le contrat qui intervient en tout dernier dans la hiérarchie des normes sur certains types d'usages. Donc, je disais notamment, vous avez des cas avec des usages professionnels où là, en fait, l'usage éventuellement s'impose au contrat. J'espère que les choses sont désormais plus claires. Si vous avez des questions particulières sur le fonctionnement de la hiérarchie des normes ou sur les normes qui sont incluses dans les différentes parties, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Et sinon, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt!